La Revue française de gestion, 40 ans d'influence. L'apprentissage organisationnel dans les coopérations, c'est un texte de Marc Ingham, professeur au groupe ESC Dijon, Bourgogne. Marc Ingham, bonjour. Bonjour et je vous remercie pour cette invitation. Écoutez, une invitation méritée, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque votre texte figure parmi les 19 articles les plus cités, donc les plus influents, de l'histoire 40 ans de Revue française de gestion. L'apprentissage organisationnel dans les coopérations. D'où vient ce texte et de quoi nous parle-t-il ? Mais tout d'abord, d'où il vient, c'est d'une expérience, je dirais, extra-académique ou hors académique, puisque j'ai été responsable d'un groupement d'entreprises dans mon pays d'origine, et c'était des entreprises qui étaient amenées à collaborer pour essentiellement des marchés à l'exportation. Alors, ce qui m'avait frappé, c'était que certaines entreprises sortaient de ces coopérations, ou s'engageaient et sortaient de ces coopérations en ayant appris. Comment, par exemple, travailler avec un partenaire, comment on peut réaliser un accord, en fait, un accord qui serait gagnant-gagnant, je dirais, pour les deux parties. Et d'autres avaient une approche très réticente, en fait, de ces coopérations, en particulier pour ce qui concerne l'apprentissage dit organisationnel. Alors, on comprend évidemment qu'il y a un sujet de management majeur, parce que si ça fonctionne, la coopération, c'est un jeu extrêmement positif. Si ça ne fonctionne pas, c'est une spirale négative. Voilà. Effectivement. Et donc, il y a des conditions. Il y a un certain nombre de conditions. Alors, les premières conditions, et c'est peut-être ça qui fait un peu la difficulté, finalement, du management des coopérations et de l'apprentissage dans les coopérations. La première difficulté, c'est que certaines entreprises vont, en fait, essayer de capter plutôt le savoir ou le savoir-faire de leurs partenaires. D'autres entreprises vont plutôt, et c'est le cas de l'entreprise que j'ai analysée en détail, vont plutôt rechercher dans la coopération des opportunités d'apprentissage et non pas partir avec un a priori qu'on va avoir des transferts finalement de compétences qui vont être un petit peu unilatéraux. Donc en fait, c'est cet équilibre-là que j'ai essayé de comprendre. Un équilibre qui conduit à des paradoxes. Qui peut conduire effectivement à des paradoxes. Alors, si vous le voulez, je prendrai quelques exemples. Et ces paradoxes, ils peuvent être amusants, en fait. On peut entrer dans une coopération en se disant, par exemple, mais je vais apprendre dans tel domaine. Voilà. Mais pour apprendre dans tel domaine, par exemple, pour l'entreprise qui nous concernait à l'époque, c'était essentiellement le domaine des coopérations en recherche-développement. Pour apprendre dans ce domaine, il va être nécessaire de partager et d'échanger, par exemple, des connaissances. Mais quand on échange des connaissances avec le partenaire, il y a un risque de transfert qui peut être en fait un transfert involontaire de connaissances et de compétences en direction du partenaire. Deuxième remarque, et ce n'est pas un vrai paradoxe, mais ce sont des situations vécues par ces entreprises, et par celle-là en particulier, c'est que quand on s'engage dans la démarche, en fait, ce qu'on s'attendait à apprendre, bon, bien sûr, en général, on va l'apprendre. On a, par exemple, des savoirs scientifiques, on sait bien qu'on est complémentaires, donc on va apprendre. Et puis, finalement, il y a des tas de choses auxquelles on ne s'attendait pas. Et dans ce papier, dans cet article, j'essaye de montrer qu'il y avait pas mal d'apprentissages inattendus. Par exemple, dans des coopérations avec des partenaires japonais, au départ, les personnes de cette entreprise européenne étaient plutôt réticentes. Ils se disaient, mais comment va-t-on travailler avec nos amis japonais ? On a mis très longtemps à négocier le contrat, et finalement, c'est un contrat qui a très très bien marché. Pourquoi ? Mais parce qu'on a appris à travailler avec nos amis japonais qui ont parfois des vues un peu différentes sur le développement, par exemple, des projets de R&D. Bien sûr. Ça veut dire que toute cette antécédence de la coopération joue un rôle majeur, alors que parfois on a un peu l'impression qu'on perd du temps, pas du tout. Voilà, alors parfois, c'est un autre cas que j'ai décrit dans l'article. C'est en fait une entreprise avec laquelle on pensait que tout allait rouler, je dirais, et les apprentissages se feraient de façon très, très naturelle. Et finalement, la proximité qui était attendue ne s'est pas avérée propice forcément à l'apprentissage. Donc on est très souvent dans des paradoxes ou des difficultés de maintenir finalement un équilibre entre la capacité à apprendre, la volonté d'apprendre, la coopération réelle qui se fait au travers des êtres humains, et bien sûr les aspects plus managériaux qui sont des aspects plus de contrôle, je dirais, notamment en ce qui concerne les transferts involontaires
de connaissances centrales pour l'organisation. Une coopération, mais sans naïveté. Exactement, c'est exactement ça. Marc Ingham, j'évoquais le fait que cet article faisait partie des 19 articles les plus influents. Comment expliquer cet impact? Mais tout d'abord, j'en ai été le premier surpris, sans doute. Ensuite, c'est avec beaucoup d'humilité qu'on tire des conclusions, des enseignements à longue distance de ce que l'on a fait à l'époque. Mais peut-être qu'il y a deux types d'explications. Le premier type d'explication, il est plutôt contextuel. En fait, je me suis intéressé à l'apprentissage à un moment où les recherches en langue française étaient encore relativement peu nombreuses. Donc c'était un thème qui était en développement. La preuve en est que par la suite, on a vu se développer le thème de la gestion des connaissances. Il y a des groupes qui ont été créés, il y a des revues qui ont été créées sur ce thème-là que j'ai eu l'occasion de poursuivre au Japon avec le professeur Nonaka. Deuxième chose, c'est le terrain d'observation. C'est en fait, ou le champ d'observation, c'est l'apprentissage, mais dans la coopération. On était aussi à l'époque où les coopérations se développaient de façon très très rapide. Donc ça posait un certain nombre de questions, je dirais, que j'avais envie d'éclaircir de nouveau avec beaucoup d'humilité. Et puis il y a un deuxième élément de contexte, c'est le fait d'avoir la chance de travailler et puis d'avoir eu le professeur Gérard Koenig, à qui je serai reconnaissant toute ma vie, de m'avoir à la fois encouragé et aussi laissé de la liberté dans la façon de traiter ce thème. Et puis il y a le terrain. Alors dans la vie d'un chercheur, c'est un rêve que j'ai eu et puis que j'ai réalisé, c'est que le terrain que j'ai analysé, c'est en fait un terrain qui s'est ouvert au fur et à mesure de la recherche. Et puis il y avait 2 coopérations au départ, je ne m'attendais pas à plus. Et pendant la période de recherche, il y en a eu 3 nouvelles. Donc ça m'a permis de comprendre ça. Entreprise avec laquelle je suis d'ailleurs resté en contact pour la recherche pendant plus de 10 ans. Donc voilà, je l'ai vu grandir, se développer. Et puis il y a un élément qui est aussi, à mon avis, important, c'est qu'on est dans un contexte qui permet à la fois d'éclairer des phénomènes qui sont peut-être moins souvent traités, comme celui de l'apprentissage, des apprentissages inattendus, etc. Et là, ça m'amène donc au contenu. Alors le contenu, peut-être que ce qui a fait le succès de l'article, c'est le fait qu'un certain nombre d'apprentissages étaient totalement inattendus. Et donc j'ai essayé de mettre l'accent là-dessus. Et peut-être aussi le fait qu'on peut en tirer de cette recherche quelques conclusions pour le management, hein, donc le management des situations un peu paradoxales, l'expérimentation, j'en ai parlé, le fait de devoir maintenir toujours cet équilibre qui est difficile et dynamique, entre nécessité de contrôle et à la fois liberté des individus, structure d'organisation propice en fait à une coopération en apprentissage, dans une coopération qui soit mutuellement, je dirais, bénéfique pour les partenaires. Absolument. La connaissance des individus ne peut être utilisée qu'avec leur active coopération. Bien sûr. Bien sûr. C'est une formule du prix Nobel Friedrich von Hayek. Et pour comprendre les antécédences de cette active coopération, votre article, l'apprentissage organisationnel dans les coopérations, numéro spécial, 40 ans d'influence de la Revue française de gestion. Merci Marc Ingham. Je vous remercie.